happy. Merci d'être là. Moi, j'ai une amie qui devait venir voir une autre représentation de ce show-là, puis elle m'a écrit quelques jours avant en disant « Hey, j'ai vraiment hâte d'aller voir ton show parce que j'ai une connaissance qui est morte subitement cette semaine. Ça fait quelques jours que je pleure, puis j'ai besoin de voir un show d'humour. » Premièrement, je peux pas supporter autant de pression que ça, OK? Moi, je vais-tu à sa job en faisant comme hey, « ça va pas bien de ce temps-ci, mon père est malade, je pense que je vais être évincé de mon appartement. En plus, quand je vais pas bien, mon diabète empire. Tout ce qui me reste dans la vie, c'est le latte que t'es en train de me préparer. Okay? J'espère que tu fais des vraiment beaux cœurs en mousse, ma fille. » Puis deuxièmement, j'ai hâte à ton show, ça va me faire du bien. Clairement, cette fille-là a aucune idée c'est quoi mon humour, OK? Je sais pas si les gens sont au courant, mais mon humour, c'est vraiment pas un baume pour l'âme, OK? C'est un peu lourd. Tu sais, il y a des artistes, des fois, qui disent « Ah, moi, si je travaille pas pendant 3 jours, je déprime. » Moi, c'est l'inverse. Pour moi, ça m'est déjà arrivé de pas travailler pendant 3 semaines. J'allais tellement mieux, OK? Je me sentais léger, j'étais capable de dormir, j'avais une plus belle peau. Ça va... Viens pas voir mon show si t'es en deuil. Ça va... Moi, j'ai viré 40$ pour aller voir un show de Martin Matt, OK? C'est vraiment étrange à être tellement empathique envers quelqu'un que tu veux pas que cette personne-là vienne voir ton travail. Je sais pas, parce que pour ceux qui sont pas au courant, j'ai tendance à faire de l'humour un peu dark, OK? Mais j'essaie de m'éloigner de ça. C'est de moins en moins le cas parce que ça commence à me rattraper. Puis c'était un peu déplaisant parce que je commençais à avoir des commandes pour écrire sur des gens qui me contactaient pour écrire sur des sujets vraiment pas drôles. Puis pas des affaires pas drôles, genre, hey, peux-tu écrire pour les mecs comiques, OK? Pas drôle, genre, il y a déjà un organisme qui m'a contacté pour que j'écrive un numéro pour encourager les médecins à faire plus d'aide médicale à mourir. Comment tu veux faire un numéro d'humour là-dessus? Puis c'était pas la seule fois, ça me tombe tout le temps dessus, ces affaires-là. Je sais pas pourquoi. Je pense que si t'appelles à l'École nationale de l'humour, il y a un message enregistré qui fait genre « Pour la réception, faites le 0. Pour la direction, faites le 1. Si vous voulez faire écrire des blagues sur les enfants qui travaillent dans les mines au Congo, voici le téléphone de Colin Boudria. » C'est rough, sérieux. Moi, faut que je réussisse à dormir le soir quand j'ai passé ma journée à écrire des blagues. Genre, l'avantage avec les mines au Congo, c'est qu'il n'y a pas de confusion entre les termes mineurs puis mineurs. Fait que je voulais pas que cet ami-là vienne voir ce show-là pour une raison en particulier. C'est que c'est un spectacle qui parle beaucoup de la mort, OK? C'est pas parce que je trouve que c'est important ou qu'on n'en parle pas assez. Parce que pour écrire ce show-là, j'ai fait une demande de financement au Conseil des arts et lettres du Québec, OK? Puis je voulais que mon dossier ait de l'air deep, OK? Fait que j'ai dit genre, c'est un spectacle qui va parler du bonheur et de la mort. J'ai beurré ça vraiment épais, ma demande de subvention. J'ai utilisé des mots que je sais pas utiliser, comme genre nonobstant. J'ai dit que le show aurait une structure baroque. Okay. Ça se peut que le spectacle ce soit une structure baroque, pour vrai. Mais si c'est le cas, c'est vraiment un hasard parce que j'ai aucune idée. Mais ça, c'est un vrai truc. Le Conseil des arts et lettres reconnaît l'humour comme un art depuis quelques années, puis il nous finance. Je trouve ça vraiment étrange parce que moi, je sais même pas si, en tant qu'humoriste, je considère qu'on fait de l'art. Je pense pas pour vrai. J'ai vécu trop de situations vraiment embarrassantes pour penser que je suis un artiste. Les humoristes ont vu des trucs qui arrivent jamais aux autres artistes. Il y a jamais un peintre qui s'est fait engager pour faire une toile pendant un party de comptable sous, OK? Avec du monde qui écrit « C'est lettre que tu fais la caricature de Steve à la place! » Mais apparemment, c'est de l'art. Fait que ce que vous faites ce soir, pour vous avertir, c'est une sortie artistique. C'est du stand-up, mais c'est aussi de l'art. OK? Fait que s'il y a des bouts qui sont pas drôles, c'est parce que c'est de l'art, OK? Dites pas aux gens que vous n'aimez pas ça, vous allez avoir l'air niaiseux, OK? S'il y a des gens qui vous demandent demain, c'était-tu bon le show de Colin? Vous direz, c'était baroque, OK? Fait que ça, c'est le prologue du spectacle, OK? Dans ma demande de subvention, j'ai dit aussi qu'il y aurait des sections comme dans un roman. Ça, c'est le prologue du spectacle. Le show commence maintenant. Ça vous tente? On commence le spectacle? Je vais prendre le temps de vous jaser. Un peu, tu sais, on est reconnus, les humoristes, j'aime pas beaucoup parler au public, OK? Je suis pas super bon en crowdwork. C'est un peu comme du small talk. C'est vrai, c'est un peu comme du small talk. Puis moi, je suis vraiment pas bon en small talk dans la vie. Quand je connais pas quelqu'un qui j'y parle, soit je sais pas quoi dire pantoute, soit je pose des questions vraiment trop intimes, vraiment trop vite, puis c'est super malaisant. Mais je pense que je m'améliore. Je pense honnêtement que je m'améliore. Salut, gars qui ose pas me regarder dans les yeux, ça va bien? Je peux te demander ton nom? Félix. Félix, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Félix? Je suis
suis enseignant au secondaire. Nice. Bel job. C'est super intéressant. Dis-moi, t'es-tu circoncis, Félix? Non, réponds pas. J'ai pas encore. Je sais pas, c'est quand même tabou, hein, la circoncision. Moi, il y a un truc que j'ai appris cette année. Il y a des groupes d'hommes hyper radicaux anti-circoncision. Je sais pas si vous saviez ça. C'est les hommes circoncis, puis ils sont fâchés parce qu'ils trouvent qu'à cause de la circoncision, leur pénis est moins beau. Il aurait voulu un pénis avec un beau col roulé, tu sais. Pénis avec de la prestance. Une queue qui a de l'air d'enseigner philo au cégep, OK? Je sais pas trop qu'est-ce que j'en pense, parce que d'un certain point de vue, ils ont quand même raison. Tu sais, quand tu regardes ça, la circoncision, c'est une vieille tradition qui a plus vraiment sa place de nos jours. Saviez-vous, à la base, on a instauré ça dans les traditions religieuses pour des raisons d'hygiène. Vous saviez ça? Il y a trop de gars qui oubliaient de se laver en dessous du prépuce. Moi, je suis juste vraiment curieux, c'est quoi la quantité de traditions qu'on a commencé juste parce qu'il y a des doutes qui oubliaient de se laver, OK? Probablement beaucoup de... Hey, faut que ça aille mal. Imagine à cette époque-là où ils sont comme, OK, la guys, faut qu'on trouve une solution. Il y a beaucoup trop d'infections de prépuce, OK? On va faire la circoncision systématique. Soit on rajoute un 11e commandement, mais je vous avertis, il va être weird en tabarnak. Ça aurait été incroyable. Là, ça, tu lis la Bible, il y a Moïse qui descend de la montagne, et comme oui, j'ai les commandements de Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas l'adultère. Ah, puis Marc, Dieu fait dire de laver en dessous de ta petite peau, pas vrai? Désolé de te dire ça maintenant devant l'ensemble du peuple juif, mais tout, pas vrai, c'est dégueulasse. Ça sent jusque dans ma tente. Mais ils ont raison, je trouve qu'ils ont un peu raison, mais ce qui me met mal à l'aise avec leurs revendications, c'est que j'ai l'impression que dans nos revendications sociales, arrêter la circoncision, ça devrait pas être la première étape, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a d'autres réussites sociales qu'on pourrait avoir avant ça, vous avez l'impression? C'est comme si Félix avait une amie qui disait hey, « Moi, à cause des féminicides, j'ai peur de me promener seul la nuit. » Il répond « Je sais, la vie, c'est pas facile. Pff. Moi, chaque fois que je me crosse, faut que je mette de la crème, sinon j'ai le gland tout irrité. » Fucking patriarcat, hein? Là, ça, il va manifester. D'un côté de la rue, il y a une manifestation de Black Lives Matter. Les gens se promènent avec des pancartes « Arrêtez de nous tuer ». Félix fait sa manifestation anti-circoncision. Il se promène avec une pancarte « Nous aussi, on veut sauver notre peau ». Grosse injustice. C'est surtout que la circoncision, c'est vraiment pas la plus grosse injustice que les hommes ont vécue. Loin de là. Moi, je pense que la pire injustice qu'on vit, les hommes, c'est qu'on n'apprend jamais à dealer avec nos émotions. Moi, je suis vraiment pas en contact avec mes émotions. Il y a peut-être des gars qui vont se reconnaître là-dedans. Je pleure jamais pour des trucs qui arrivent dans ma vie de tous les jours. Mais dès que je vois une scène triste dans un film ou une série, je pleure ma vie. Ça n'a pas le bon sens. Ça fait des drôles de situations. Je me suis déjà fait laisser par une ex, j'ai pas versé une larme. Elle était vraiment vexée parce que la veille, elle m'avait vu morver sur mon chandail en regardant Toy Story 3. OK? Il aurait fallu que j'apprenne jeune à reconnaître mes émotions. C'est important. Moi, j'ai une nièce, puis pour ma sœur, c'est vraiment important qu'elle apprenne à reconnaître ses émotions. Fait que ma sœur, elle a acheté une affiche avec plein de visages d'enfants, puis les émotions qui sont associées. Okay? Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est super inclusif. En plus, il y a des enfants de plein d'origines. Genre, visage d'un petit garçon asiatique avec un gros sourire. En dessous, c'est marqué la joie. La face d'une petite fille blanche comme ça. En dessous, c'est marqué la peur. Puis ça marche vraiment. Il intègre vraiment ces informations-là, je vous jure. Parce qu'à un moment donné, on marchait sur la rue, moi puis ma nièce. On a croisé un homme noir, puis quand il est arrivé à notre hauteur, elle a tiré mon bras, puis elle a dit comme Colin, regarde le monsieur. Le monsieur, c'est un surpris. Il était vraiment pas surpris, by the way. Mais en fait, il est devenu surpris quand elle a dit ça, ce qui a confirmé ses préjugés à elle. Qui a parti un servicieux de racisme qu'il a fallu désamorcer. Et apparemment, c'est pas la seule. Il y a plein d'enfants qui ont ces affiches-là puis qui tirent les mêmes conclusions. C'est fou. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça se peut dans une couple d'années, on a une génération de racistes fucking weird, OK? Qui viennent te voir et sont comme, hey, t'es allé en Inde, c'est intéressant, ça. Je sais que j'aurais pas posé des questions comme ça parce que c'est pas très politiquement correct, mais est-ce que tout le monde était soucieux? Pas de bon sens. C'est pas que les enfants apprennent des trucs comme ça. Après ça, les enfants sont convaincus que genre tous les blancs sont anxieux. OK, c'est pas le meilleur exemple, mais ils apprennent des affaires fausses. OK, c'est ça mon point. Mais c'est fou parce que même si cette affiche-là marche pas, quand j'ai vu, j'aurais eu besoin d'un outil comme ça pour apprendre à reconnaître mes émotions quand moi j'étais jeune. Quand j'ai vu l'affiche de ma nièce, j'étais jaloux, je comprenais pas. Jaloux comme un petit Suédois. Deal pas avec mes émotions. Je parle pas de trucs intimes avec d'autres hommes aussi. J'ai beaucoup d'amis gars, puis
des amis de longue date, mais on parle jamais d'affaires intenses ensemble. T'sais. Un de mes amis que je connais depuis plus longtemps, je pense qu'on se connaît depuis l'âge de 12 ans, on se parle 2-3 fois par semaine, mais on parle jamais d'affaires importantes. Un des trucs dont on parle le plus souvent ensemble, on parle constamment de super-héros ensemble. C'est vraiment étrange. Je sais c'est quoi son top 3 Avengers préféré, mais j'ai aucune idée pourquoi il parle plus à son père, OK? Je pense qu'il parle plus à son père, il me l'a jamais dit, en fait. C'est une conclusion que j'ai tirée, parce qu'à un moment donné, on a regardé un Batman ensemble, puis la scène où les parents de Bruce Wayne se font tuer, sa seule réaction, c'est comme « Ben fait, tabarnak! » Parce que moi, je me suis mis à pleurer, parce que je trouvais qu'Alfred avait l'air de se sentir seul, OK? Vraiment pas. Fait que je suis pas très outillé, en plus, quand j'avais des demandes pour écrire des commandes sur des affaires super dark comme ça. Mais le truc d'aide médicale à mourir dont je vous ai parlé tantôt, c'est vrai parce que vous êtes peut-être au courant, c'est légal au Québec depuis quelques années, l'aide médicale à mourir, mais pendant longtemps, ils ont manqué de médecins parce qu'il y a beaucoup de médecins qui voulaient pas le faire, qui étaient pas à l'aise avec ça. Puis eux, ils se sont dit, bon, on va demander à Colin d'écrire un numéro d'humour pour briser le tabou puis ouvrir le dialogue, tu sais. Tu sais, pour tous ces médecins qui sont comme, non, moi, l'aide médicale à mourir, c'est hors de question, je vais jamais donner la mort à un patient, il y a rien qui va me convaincre du contraire, sauf peut-être un numéro d'humour de 5 minutes pendant mon break de dîner. J'étais pas à l'aise, je leur ai dit, tu sais, c'était super controversé comme sujet, je suis pas à l'aise de parler de ça. Ils m'ont dit, fais-toi-en pas, si tu veux faire de la recherche, on peut s'arranger pour que tu viennes assister à une séance d'aide médicale à mourir. Moi, j'ai fait l'École nationale de l'humour en même temps que Rosalie Vaillancourt, OK? Vous voyez, c'est qui, Rosalie? Ses affaires vont super bien. Elle voyage grâce à son humour. Il y a une couple d'années, elle est allée en première classe en Europe pour faire des shows. Moi, j'ai le genre d'humour qui m'amène directement aux soins palliatifs à Sacré-Cœur, OK? Crissement pas le même niveau de glamour. Je sais pas à quoi ils pensaient. C'est super controversé, l'aide médicale à mourir. Tout le monde a des opinions différentes par rapport à ça. Mais s'il y a une affaire assez unanime sur laquelle tout le monde s'entend, c'est que tu veux pas que ça se passe dans une pièce avec un humoriste de la relève dans un coin qui prend des notes, OK? Non, c'est fou. Imagine la dernière chose que tu vois avant de mourir, c'est ma face comme ça. Merci, ça m'a donné plein de bonnes idées de blagues. Non. Ils ont eu une idée de compromis. Ce que j'ai pu faire, j'ai pu rencontrer chez elle une patiente qui allait avoir le soin d'aide médicale à mourir, qui allait avoir le soin exactement une semaine plus tard. C'est fou, 7 jours, pile 7 jours. Ça doit être fou de savoir exactement le moment où tu vas mourir. En même temps, c'est notre système de santé, fait que ça se peut très bien que ça se passe pas tout à fait au moment où c'est supposé se passer. Je pense que c'est plus comme quand t'attends de te faire plugger le câble. Ils sont comme, hey, la médecine devrait passer vous voir mardi entre 8 et 22 heures. Ah, finalement, elle était super occupée. Êtes-vous disponible jeudi? J'imagine que vous aviez rien d'autre de prévu. Fait que je l'ai rencontrée chez elle, elle a été super généreuse, elle m'a expliqué son histoire de vie, ses problèmes de santé, qu'est-ce qui l'avait poussé à prendre cette décision-là. Puis elle, justement, ça a été un long processus parce que le premier médecin à qui elle en a parlé était contre l'aide médicale à mourir. Lui, il voulait pas pratiquer l'aide médicale à mourir à cause du serment d'Hippocrate. Y a-tu des gens par applaudissement qui savent c'est quoi le serment d'Hippocrate? Couple de personnes. C'est un truc qui remonte à la Grèce antique, OK? Je résume un peu, mais c'est un serment que les médecins faisaient avant de devenir médecins. Puis un de ces trucs-là, c'est qu'il faut maintenir les patients en vie à tout prix. Puis il y a des médecins pour qui c'est encore super important, même si c'est plus pantoute d'actualité, le serment d'Hippocrate, OK? Je suis allé googler le serment d'Hippocrate pour sortir un extrait qui rend ça très éloquent, selon moi, OK? Dans toutes les maisons où j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Séduction des garçons esclaves. T'as-tu déjà entendu une phrase qui fait plus antiquité grecque que ça? Ça n'a pas de bon sens, c'est plus pertinent. Je veux clarifier un truc par rapport à ma pensée. Je pense que c'est une très bonne chose, OK, que les médecins essayent pas de coucher avec les garçons esclaves, OK? C'est pas ça mon bug avec le statement. Mais c'est-tu vraiment nécessaire de le préciser aujourd'hui? J'ai l'impression. Il y a personne qui finit ses études en médecine aujourd'hui, qui reçoit son diplôme, qui dit à son prof, hey, merci, je suis vraiment honoré. Je vais être à la hauteur du travail, fait que je l'annonce maintenant devant tout le monde, OK? Pour moi, les esclaves sexuels mineurs, c'est fini, OK? Je sais pas comment je vais faire, ça va être difficile au début, il va falloir que je parte de Montréal quand c'est la F1, OK? Mais je trouver une solution. Ça fait mal, je sais. Fait que oui. Puis c'était pas juste son médecin, il y a du personnel de la santé aussi qui était pas à l'aise avec ça. Il y a une infirmière qui suivait cette femme-là, qui était une personne croyante, qui a dit à un moment donné, moi je pense pas que tu devrais demander l'aide médicale à mourir, parce que c'est un péché. Okay? Dieu a tout le temps un plan pour nous. S'il veut te voir souffrir, il faut que tu lui fasses confiance, il y a une raison derrière ça. Moi je juge pas ses croyances, elle peut croire qu'est-ce qu'elle veut, mais disons qu'elle a raison. OK? Trouvez pas que Dieu
Il a l'air de triper un peu trop à l'idée de nous voir souffrir. C'est un peu BDSM, son affaire. Je veux pas king shamer Dieu, OK? Dieu a le droit de pimenter sa vie comme il veut, mais il va trop loin, il respecte pas les limites du monde. Je veux dire, moi, ce que j'aime, c'est une petite claque ses fesses, pas une sclérose en plaques, dude, OK? Je pense que Dieu... Maintenant, je suis convaincu que Dieu est sadique sexuel. À chaque fois que je vois un crucifix, je peux pas penser à autre chose. Je vois juste Jésus cloué au soleil, il s'est fait ouvrir les côtes par les Romains, il souffre depuis des heures, il supplie Dieu pour que ça s'arrête, sûrement parce qu'il a juste oublié le safe word, OK? Il essaye des mots au hasard, de Ponce Pilate, suaire, caveau. On vient de faire le tour de toutes mes connaissances bibliques. En 3 mots. Écoute, j'ai rencontré cette femme-là chez elle, puis elle a été super généreuse. Elle m'a expliqué pourquoi elle a décidé de faire ça. Puis elle m'a parlé pendant à peu près 2 heures. Puis c'est vraiment étrange quand t'as un inconnu qui te parle de trucs aussi intimes. T'as l'impression de connecter vraiment beaucoup avec elle. Surtout que tout le long où elle m'a parlé, son chat était sur moi, un chat complètement adorable, là, qui est super cute. J'aurais voulu le garder après, ouais. Tellement qu'à un moment donné, je me suis demandé si elle avait déjà trouvé quelqu'un pour s'en occuper plus tard. Non, elle va pas partir avec, c'est pas un pharaon non plus, la madame. Là. J'ai pas osé y demander. Je me sentais mal. C'est un peu, ça fait vautour un peu, vous avez pas l'impression? J'ai l'impression d'être comme, hey, vraiment, merci beaucoup de votre témoignage, c'était vraiment super touchant. Je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite. Savez-vous qu'est-ce que vous allez faire avec votre TV? Fait que j'avais rencontré cette femme-là il y a peut-être 4 ans, puis je repense souvent à cette rencontre-là, parce que je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai rencontré quelqu'un qui avait pas peur de la mort. Elle était super sereine avec ça, puis c'est incroyable, c'est tellement rare. Moi, ça m'inspire, c'est mes héros, les gens qui ont pas peur de la mort, pour vrai. Moi, je pense que les seules personnes vraiment libres dans la vie, c'est ceux qui fument une clope par leur trou de trachéo, OK? Ça arrive jamais, on est tellement mal à l'aise avec la mort. La maladie, en général, on est tellement malade. Moi, j'ai une amie qui a une maladie de naissance qui fait qu'elle est en chaise roulante, puis les gens, ils disent des trucs qui n'ont vraiment aucun sens. Là. À un moment donné, on était dans un party ensemble, il y a une fille qui est venue la voir puis qui a dit « Hey, je te trouve tellement courageuse. Moi, je serais pas capable de vivre comme ça. » Tu peux pas y dire ça. C'est comme s'il était en train de dire que sa vie vaut pas la peine d'être vécue. Ça n'a pas bon sens. La fille est pas restée longtemps. À un moment donné, elle est venue nous voir en disant « Hey, il faut que j'aille me coucher parce que demain à 6h, j'emmène mes 2 gars au hockey. » Mon ami a fait comme « T'as 2 enfants? Je te trouve tellement courageuse. Moi, à ta place, je me gonnerais. » Tu peux pas dire à quelqu'un que sa vie vaut pas la peine d'être vécue. Ça va pas... T'as le droit de le penser. Tu peux le penser. Moi, ça arrive souvent que je pense que la vie de quelqu'un vaut pas la peine d'être vécue. Ouais. Moi, à chaque fois que j'entends parler de quelqu'un qui travaille avant midi, je me dis « Oh mon Dieu! Je serais pas capable de vivre comme ça. » Ça me fait pitié. C'est bizarre quand tu penses à ça qu'on fait ça juste avec les gens malades, de se dire « Ah, la vie de cette personne-là vaut pas la peine d'être vécue. » Pourtant, il y a des gens en santé qui ont les pires vies insignifiantes du monde. Moi, je pense, règle générale, probablement les gens malades ont des vies plus intéressantes que les gens en santé. Ça s'applique à n'importe quelle maladie. Ça s'applique à la santé mentale, entre autres. Moi, avant de faire de l'humour, j'étais intervenant en santé mentale, OK? Puis depuis que je fais plus ça, je m'ennuie vraiment de fréquenter des gens qui ont des troubles de santé mentale. Parce que c'est les gens les plus intéressants que tu vas croiser de toute ta vie. Moi, je travaillais dans un centre de crise où on hébergeait des gens. À un moment donné, il y a un homme qui était bipolaire, qui est venu être hébergé chez nous. Il avait des problèmes d'argent parce qu'il avait dépensé pour 1000 piastres de vivarium puis d'accessoires d'iguane sur Internet, OK? Puis il est venu nous voir en disant « Hey, sérieux, je pense que je suis en phase maniaque parce que j'aime même pas ça, les lézards. » On a appelé sa compagnie de carte de crédit, on a fait croire qu'il s'était fait frauder. Comment tu peux passer une meilleure journée que ça au travail? Après ça, je sors le soir avec mes amis qui sont sains d'esprit, il faut que j'ai de l'air intéressé quand ils me parlent de leurs hosties de réno de salle de bain. Non. Les gens qui ont des troubles de santé mentale, c'est les gens les plus intéressants que tu vas croiser toute ta vie. Le problème quand tu fréquentes des gens qui ont des troubles de santé mentale, c'est que la moyenne de la population devient complètement ennuyante en comparaison, ouais. En fait, la moyenne de la population devient aussi dolle que Pierre-Yves McSween. Vous voyez, c'est qui Pierre-Yves McSween? Le gars qui arrête pas de nous dire qu'on pourrait prendre notre retraite à 45 ans si seulement on prenait le temps de plus jamais avoir de plaisir. Okay? Moi, pour moi, c'est l'exemple de la normalité. Il est tellement carré, tellement organisé dans ses affaires, tellement beige comme personne. Pas mal sûr que Pierre-Yves McSween doit chier à la même heure chaque jour. Vous avez pas l'impression? Il est comme, il est 10 heures, faut que j'aille faire mes affaires. Il fait ses besoins, après ça, il regarde, il note la consistance dans un fichier Excel.
c'est rien contre lui personnellement. Je suis sûr que Pierre Mixon aurait des super bons conseils financiers à me donner, des trucs incroyables auxquels j'ai pas pensé, des affaires genre « Hey Colin, tu as déjà pensé faire tes impôts? » Des affaires vraiment nice, mais... Le problème, c'est qu'il est juste tellement beige puis ennuyant. Dès que je l'entends parler, j'ai envie de flober toutes mes économies. En vivarium puis en accessoires d'iguane, juste pour le contredire. Ouais. Je m'ennuie de fréquenter des gens qui ont un trouble de santé mentale. Mais c'est bizarre parce que depuis que c'est plus ma job, on dirait que je les évite. J'ai le même réflexe que tout le monde. Tu sais, si je me promène en ville puis je vois quelqu'un qui parle tout seul ou qui crie, j'ai tout le temps le réflexe de genre changer de trottoir. Pourquoi? J'ai peur qu'il se passe quoi? Que ma soirée devienne intéressante? Que je me retrouve dans une discussion où je suis comme Attends, t'es en train de me dire que t'as trouvé une bouche d'égout dans laquelle Dieu habite puis il répond à tes questions? Tu veux savoir si je peux t'accompagner là-bas? Ah, man, je m'excuse, parce que je vais rejoindre des amis pour un 5 à 7. Ils vont me donner plein de bons trucs de vin nature. Après ça, on va payer 65$ pour lancer des haches. Oui, j'aimerais vraiment aller avec toi, s'il te plaît. Sors-moi de cette situation-là. On peut pas juger de la valeur de la vie d'une personne. Je pense que c'est un peu mon point, mais c'est bizarre parce qu'il y a des situations où il y a des gens qui sont obligés de le faire. Est-ce que vous vous rappelez, au début de la COVID-19, à un moment donné, ça allait vraiment mal en Italie, puis il manquait de respirateurs, il fallait que les médecins décident quel patient ils allaient sauver. C'est fuck. Imagine la pression que tu dois ressentir comme professionnel. Puis qu'est-ce que tu fais si tu te trompes? C'est sûr, des fois, tu te trompes, là. Imagine, tu viens de sauver un patient, ça, tu le regardes partir de l'hôpital, tu te rends compte qu'il y a des couilles attachées derrière son pick-up, t'es comme « Tabarnak! » On n'a pas sauvé le bon. Je me rappelle pas c'était qui les autres, mais clairement, on n'a pas sauvé le bon, OK? Il y a plein de situations où les gens se retrouvent comme ça. Vous voyez, c'est quoi l'hémodialyse? C'est quand t'as un problème de rein puis il faut que tu sois connecté sur une machine qui filtre ton sang, sinon dans beaucoup de cas tu peux mourir. Quand ils ont commencé à tester ça aux États-Unis dans les années 60, c'était super expérimental, il y a juste un hôpital qui le faisait, puis il n'y avait pas assez de machines, ils pouvaient juste traiter un patient sur 50. Okay? Fait qu'ils ont monté un comité de citoyens pour décider quel patient fallait sauver. Je sais pas c'est qui les hosties de freaks qui se sont portés volontaires pour ça, OK? Il me semble que ça, c'est un gros red flag quand tu vois quelqu'un de super enthousiaste en voyant cette description de tâche-là sur le babillard, OK? Ils ont monté des critères complètement arbitraires pour savoir qui sauver des affaires. Genre, est-ce que la personne est riche? Est-ce que la personne a des enfants? Est-ce que la personne a un travail qui est important socialement? Fait que pour donner une idée, moi, avec des problèmes de rein des années 60, je suis fini complètement. Je m'aurais pas sauvé, mais c'est fou parce que, tu sais, c'est des critères complètement arbitraires. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, si tu as des machines pour sauver un patient sur 50, faut que tu sauves un patient sur 50. Comment tu fais pour déterminer quel patient ça va être? Peut-être qu'un meilleur moyen de le faire, c'est il aurait pu laisser les patients eux-mêmes décider qui devrait être sauvé. Genre, tu prends les 50 patients, tu les enfermes dans un appartement pendant 3 mois. En sortant, il faut qu'ils votent pour la personne qui mérite d'être sauvée. Je sais pas si c'est une façon plus éthique de prendre la décision, mais Nouveau aimait beaucoup le concept, ça va être à la TV au printemps, OK? T'imagines-tu la pression que tu sens que t'es sauvé, après ça, il faut que tu profites de ta vie à chaque moment. Je suis incapable de profiter de ma vie à chaque moment. Moi, juste recevoir un organe de quelqu'un, je serais incapable. J'ai un ami qui était sous, à un moment donné, il m'a dit ça, il m'a dit « Hey man, je t'aime tellement, je pourrais te donner un rein. » J'étais comme « Je voudrais jamais un terrain, man. » Tu m'as prêté ton char une fois, j'en ai entendu parler pendant 1 an, OK? Si tu me donnes un terrain, je suis pas sorti du bois, là, tu vas tout le temps m'en parler, tu vas t'arranger pour venir aux toilettes avec moi. Ils vont me faire des commentaires genre « Pis, ça pisse bien, hein? » Si j'avais été dans ce comité-là, je sais pas ça aurait été quoi mes critères pour décider qui mérite d'être sauvé. C'est pas facile, tu sais. Je pense qu'en fait, un de mes critères, ça aurait été est-ce que la personne a tendance à être heureuse? C'est un peu quétaine à dire, mais en même temps, si t'es pour ajouter des années de vie à quelqu'un, tu veux que ça soit quelqu'un qui en profite, t'sais. Tu veux que ça soit quelqu'un qui est comme « Yes, je vais pouvoir jouer avec mes petits-enfants! » Pas quelqu'un qui est comme « Ah, nice, 30 ans de plus à payer un loyer. Merci beaucoup, monsieur. » Mais c'est fou parce qu'avec ces critères-là, je sais même pas si je me serais sauvé moi-même. Okay? Je vous explique un peu. J'ai pas tendance à avoir le bonheur vraiment facile. Okay? C'est un peu un problème chez moi. Tu sais, je vous disais tantôt, avant de faire de l'humour, j'étais intervenant en santé mentale. Fait que je passais beaucoup de temps avec des gens dépressifs, puis je les écoutais, j'essayais de les aider à voir le bon côté des choses. Puis c'était vraiment pas facile comme job parce que souvent, plus ils m'expliquaient pourquoi ils étaient déprimés, plus je trouvais qu'il y avait vraiment des bons points. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un vient te voir en disant « Ça va pas bien de ce temps-ci, là, je lis les journaux, je vois la polarisation politique, le réchauffement climatique, ça me rend super anxieux. » Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ben, T'as-tu essayé d'écouter Friends?
C'est la fois que je peux te suggérer, c'est des distractions. Parce qu'être déprimé en 2023, je pense que c'est une réaction normale, ouais. Vous avez pas l'air convaincu? OK, je fais un sondage. Par applaudissement, qui ici considère qu'il est heureux dans sa vie? Qui considère qu'il est... OK. Quand même beaucoup de monde. Je crois pas à ces statistiques-là, pour vrai. Il y a genre 80% de la salle qui a applaudi. Je pense pas que 80% des Québécois sont heureux. Si 80% des Québécois étaient heureux, on serait pas rendu à 10 saisons du tricheur, OK? Clairement, on compense pour quelque chose à quelque part. Mais monsieur avec la question, toi, tu considères que t'es heureux dans ta vie? Ouais? Mais c'est cool, félicitations. Ça te dérange si on se jase un peu après le show? Tu m'expliques qu'est-ce qui te rend heureux? Juste vraiment curieux de voir c'est quoi que t'as pas compris, man. J'exagère, OK? Dites même, on dirait que je suis dépressif, et c'est pas ça le point non plus, mais c'est comme, on dirait que mon bonheur est jamais... Mes émotions positives sont jamais aussi fortes que ce que je vois autour de moi. Genre à la télé ou dans les publicités. Les gens sont tellement heureux dans les pubs. On dirait que mon bonheur est complètement insignifiant comparé à l'extase de Ricardo qui sort une dinde du four, OK? Ça, c'est quelqu'un... Comment il fait pour être heureux de même, si? Qu'est-ce qu'il met dans ses sauces? J'ai l'impression que ça fait 20 ans que Ricardo se trompe entre cumin puis la MDMA. Puis moi, ça m'affecte. Moi, ça me déprime quand je vois des gens trop heureux à la télé, pas vrai? Ça m'affecte vraiment. Moi, j'ai envie de me gonner chaque fois que je vois sucré-salé, pas vrai? Moi, je fais de la dépression saisonnière l'été à cause des émissions estivales. C'est même dangereux parce que ces gens-là nous donnent un standard de bonheur complètement inatteignable. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on commence à avoir un peu plus de diversité de corps puis d'origine à la télé québécoise. Je pense que c'est une vraiment bonne chose. Je pense qu'on doit avoir un peu plus de diversité d'humeur aussi à la télé québécoise. Moi, je veux voir des émissions avec des chroniqueurs dépressifs, OK? Je vais voir un animateur qui est comme... Et on continue avec Marie-Christine et sa chronique cuisine. À toi, Marie! Et j'ai même plus d'appétit, sérieux. Un petit effort, Marie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait du barbecue. En dedans, les fenêtres fermées. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Ça, je me reconnaîtrais là-dedans. On a besoin d'émotions négatives à la télé parce que sinon ça fait le syndrome d'Instagram. Vous voyez c'est quoi le syndrome d'Instagram? Quand tu as l'impression que tout le monde a des vies plus nice que la tienne, tu te compares puis ça te déprime un peu. S'il y a des gens qui ça fait ça d'ailleurs quand vous allez sur Instagram, vous vous comparez aux gens puis ça vous déprime parce qu'ils ont des vies plus nice que la vôtre, j'ai un conseil pour vous, suivez mon compte Instagram. C'est super efficace parce que moi je mets juste des photos honnêtes de ma vie de tous les jours pour monter le moral aux gens. C'est genre une photo de moi dans le lit en dessous des draps. J'ai marqué même pas sorti du lit aujourd'hui. L'anxiété était trop paralysante. Une belle photo en noir et blanc, je suis dans une salle d'attente puis j'ai marqué j'espère c'est juste une infection urinaire. Ça marche. Ça aide les gens. Pour vrai, il y a un gars qui est rentré dans mes DM à un moment donné qui m'a dit hey, l'autre fois j'avais des idées noires, mais ça m'a vraiment fait du bien quand j'ai vu ta story ou ta carte de crédit refusée, tu peux même pas t'acheter de tes bouches toilettes. Je suis un héros des réseaux sociaux, en fait. Moi, j'aimerais juste que mon Instagram honnête devienne assez gros pour que je puisse être influenceur. Vous voyez, c'est quoi les influenceurs? Tout le monde sait c'est quoi? Les gens sur Instagram tout le temps en voyage, font du placement de produits vraiment pas subtil dans leurs photos, genre « Encore une belle journée sur les plages de Martinique avec ma nouvelle tondeuse! » J'aimerais ça parce que je trouve ça a de l'air nice, mais je pense que je serais pas à l'aise. C'est de l'argent facile être influenceur quand même, mais je pense que je serais pas à l'aise de faire la publicité pour une compagnie. Moi, je voudrais être influenceur à l'envers, OK? Genre quelqu'un qui tague une compagnie dans des posts tellement dark que sont prêts à te payer pour que t'arrêtes de le faire. Ça serait incroyable, je recevrais des messages genre « Salut Colin, je suis représentant pour la compagnie Simons. On a remarqué que tu nous as tagué dans une photo où tu te réveilles dans une ruelle avec un petit peu de vomi sur une de nos chemises. On t'offre 10 000 $ si tu promets de plus jamais mettre notre linge. » Incroyable, ça, c'est une bonne affaire. Je pourrais faire ça avec plein de compagnies. Je pourrais poster des photos de moi en train de genre cuisiner du Crystal Meth dans une mijoteuse Ricardo. En te taguant dans les commentaires pour être sûr que ses fans tombent dessus puis qu'il y a du monde qui commente. « Excusez-moi, est-ce qu'on peut changer la méthamphétamine par du quinoa dans la recette? » Non, Suzanne. Tu peux pas faire. Ça va, c'est trop dark à date? J'essaie... Je me suis dit, j'essaie vraiment de faire du stock plus léger, OK?
Mais j'ai de la misère parce que veux pas, il y a des gens qui méritent ça. Des fois, il y a des gens qui sortent, ils ont eu une journée de travail difficile, une semaine de 40 heures. Probablement pas vous, là, je connais mon public, mais Et des fois, il y a du monde qui vient voir des shows, ils travaillent fort, puis ils ont pas envie d'entendre des affaires d'heures, qui veulent juste se distraire, puis ils ont bien le droit. Fait que j'essaie de faire de l'humour plus rassembleur, un peu. J'ai un oncle qui m'a suggéré de faire des blagues de belle-mère. Il m'a dit, tout le monde a une belle-mère, tout le monde relate là-dedans, les gens aiment ça, les blagues de belle-mère. Fait que je vais m'essayer là-dedans, OK? J'ai écrit des blagues de belle-mère que je voudrais tester avec vous ce soir, juste pour alléger l'atmosphère un peu. Ça vous va? On va voir ce que ça va donner. Okay? Les belles-mères. Hey, les belles-mères. J'essaie d'être années 90, OK, vous sentez? Sont-tu assez distraites, les belles-mères? On s'entend. Tout le temps, les belles-mères, tout le temps distraites. Hey, moi, ça fait 9 ans que j'étais avec ma blonde. Ma belle-mère, elle connaît toujours pas mon prénom. OK, ça manque de contexte. Faut savoir que la mère de ma blonde souffre de démence vasculaire, OK? C'est comme plein de petits ACV qui affectent énormément ta cognition. Maintenant, elle a 60 ans puis elle est en CHSLD. La mère de ma blonde a vieilli super vite. Puis ça, honnêtement, ça me terrifie. Pendant la pandémie, j'ai senti que j'avais vraiment vieilli aussi. Puis c'est la première fois de ma vie que je sens que je vieillis. Ça m'affecte beaucoup. J'essaie de me remonter le moral avec des proverbes sur l'âge. Okay? On a plein de proverbes sur l'âge au Québec. Ça fait genre, l'âge c'est relatif. L'âge c'est juste un chiffre. L'âge c'est dans la tête. Genre de proverbe d'un creep qui date une fille de 17 ans. Okay? Le pire, c'est que c'est tout le temps les proverbes que les gens utilisent quand ils sont vieux eux-mêmes. C'est des proverbes que tu utilises pour te remonter le moral toi-même. J'ai garanti, si t'entends quelqu'un dire « Moi, je suis jeune de cœur », je te garantis, il est essoufflé en montant les escaliers. Mais ça m'inquiète vraiment de vieillir, puis je me suis posé la question pourquoi ça m'affecte autant. Je pense que la raison, c'est que je suis âgiste, en fait. Moi, j'ai plein de préjugés sur les personnes âgées. Puis je suis pas fier de ça, mais je me dis que c'est moins grave que si j'étais raciste ou sexiste. C'est parce qu'en ce moment... Non, mais écoutez-moi. En ce moment, moi, j'ai des préjugés envers un groupe auquel je vais moi-même appartenir un jour. Ça a du sens un peu, non? Mais ça serait moins grave que je sois raciste si, genre, dans 30 ans, j'allais être noir. Mais c'est pas ça qui se passe, c'est jamais ça qui se passe. Si on suit la courbe habituelle des Blancs au Québec, il y a plus de chances que dans 30 ans, je sois raciste, exactement. C'est que ça se passe en général. Il y a des gens qui aiment pas cette blague-là, sont vexés. Ils entendent ça, ils sont comme, hey, Colin, c'est des préjugés, ça, c'est pas tous les vieux qui sont racistes. Je sais très bien. Mais moi, j'ai le droit de faire des blagues comme ça. Parce que moi, j'ai un ami vieux. Un ami, à la fréquence où je vais le voir, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un ami. Disons plutôt un grand-papa, OK? C'est à cause de lui que je fais ces blagues-là, parce que moi, mon grand-père, toute ma vie, a tout le temps fait des commentaires vraiment inappropriés quand on faisait des soupers. Mais pour lui, c'était normal. Tu sais, c'est comme des trucs qu'il a dit toute sa vie. Il a jamais su que les valeurs avaient changé puis c'était rendu inacceptable. Puis ça, c'est devenu ma phobie. Moi, j'ai peur de devenir le vieux déconnecté qui dit des affaires qui n'ont pas de bon sens mais qui s'en rend pas compte. Ça se peut très bien que ça nous arrive. Il y a sûrement plein de trucs qu'on considère normal en ce moment, qu'on va avoir réalisé dans 50 ans que ça avait aucun bon sens. Hein. Peut-être dans 50 ans, je vais regarder des photos d'aujourd'hui avec mes petits-enfants. On va voir une photo de moi avec mon chat. Ouais, comme, excuse-moi, tu gardais-tu un animal de force dans ton appartement? Je suis comme, OK, dit de même, ça paraît mal, mais c'est pas ce que vous pensez, je pouvais pas laisser sortir, de toute façon, j'avais fait arracher ses griffes. Mais non, c'est pas cruel, c'est parce que sinon, il abîmait mon fauteuil. C'est sûr, ça va nous arriver, tu sais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a un de mes petits-enfants qui va dater une intelligence artificielle, puis l'inviter à souper, tu sais. Genre un droïde qui s'appelle Suzy, moi je vais me tromper, je vais tout le temps l'appeler Siri, ils vont être comme tabarnak. Ça commence, grand-papa va dire des affaires. Je vais être super inapproprié. Je pensais jamais qu'on aurait un robot dans la famille. Et moi, quand j'étais jeune, on avait juste des robots culinaires. Et je vous le dis, dans mon temps, les robots leur place, c'était dans la cuisine, OK? C'était avant qu'ils nous envahissent et qu'ils commencent à voler nos jobs. Même quand je vais essayer d'être gentil, je vais m'enfoncer encore plus. Je vais être comme, hey Siri, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Regarde ces 9 photos-là, puis clique sur celles qui contiennent un camion. Mes petits-enfants vont être outrés. Non, grand-papa, tu peux pas dire des affaires de même, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis comme, hey, on peut plus rien dire en 2080, hein? Vous êtes trop sensibles, les jeunes. Aujourd'hui, vous êtes des snowflakes, c'est ça que vous êtes. Des flocons de neige. Mes petits-enfants ont aucune idée de quoi je parle parce qu'il fait 35 degrés en février. Moi, je suis vraiment fier que nos valeurs changent vite. Je pense que c'est la preuve d'une société en santé qui se pose des questions, mais
Mais j'ai un petit malaise parce que j'ai l'impression que des fois, on dirait que c'est comme une excuse pour jeter les gens qui ont de la misère à suivre. C'est comme si c'était des trucs obsolètes, mais c'est pas tout ce qui est vieux qui mérite d'être jeté, mais ça. Moi, je pense qu'on devrait voir ça avec plus d'empathie. Moi, j'essaie de voir mon grand-père un peu comme un iPod de la première génération. Rappelez-vous les vieux iPods? T'es peut-être jeune pour ça un peu. Les carrés blancs avec une roulette dessus. Vous vous rappelez de ça? Ça marchait tellement bien, ça durait longtemps. C'est incroyable, là. J'en ai retrouvé un dans un tiroir dernièrement, il marche encore. Bon, c'est un peu gênant parce que la playlist, c'est juste du Michael Jackson, du R. Kelly puis du Eric Lapointe. Mais c'est pas une raison pour le jeter, tu peux essayer de le mettre à jour. Mon grand-père, j'ai jamais essayé de le mettre à jour. Quand il dit des horreurs, je fais juste me taire, ce qui est très lâche de ma part, puis c'est même irrespectueux envers lui quand tu penses à ça. C'est comme si je me disais, il est trop vieux, il est trop con, il peut pas comprendre. Ça vaut même pas la peine que j'essaye d'en discuter avec lui. Mais les gens qu'on aime méritent qu'on leur dise quand on pense qu'ils font des erreurs. C'est comme ça qu'on peut grandir un petit peu ensemble. Je pense qu'on devrait développer ce réflexe-là pour vrai. J'aimerais ça que tantôt, après le show, vous preniez le temps d'appeler vos parents ou vos grands-parents pour leur dire à quel point vous les trouvez caves, OK? Le début d'un dialogue, c'est comme ça qu'on va créer des ponts entre les générations. Ouais. J'aime beaucoup mon grand-père, en fait. Mon grand-père est en CHSLD maintenant, mais il est chanceux, il est dans une des belles places, pas vrai. Ils ont une grande salle commune avec une grosse verrière. Ils peuvent regarder les oiseaux dehors. Les gros oiseaux noirs qui font des ronds dans le ciel. Il y a de l'air de s'ennuyer un petit peu là-bas, mais j'essaie d'aller le voir quand je peux, mais j'ai pas tout le temps, puis je culpabilise de pas aller le voir quand je peux pas. Puis je me demande s'il y a pas une autre solution. Est-ce que genre le gouvernement pourrait pas engager quelqu'un pour passer du temps avec mon grand-père à ma place? C'est bon ça? Je m'excuse, à la quantité de taxes que je paye, c'est normal que ce soit moi qui passe du temps avec mon grand-père tout le temps. Hein? Pendant que je suis dans les demandes au gouvernement, j'aimerais ça que le gouvernement me rappelle c'est quand l'anniversaire de mariage de mes parents. J'aimerais ça que le gouvernement couche avec ma blonde quand je suis trop fatigué pour le faire. À la quantité de taxes que je paye, c'est normal que ce soit moi qui couche avec ma blonde tout le temps. Hein? Mitigé sur cette blague-là, un petit peu. C'est correct, vous avez le droit. Vous faites bien, en fait. Ma blonde non plus, elle sait pas qu'est-ce qu'elle pense de cette joke-là. La première fois que j'ai raconté cette joke-là, sa seule réaction, c'était comme... Ben, quel palier de gouvernement? J'ai comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle dit, dans ta blague, coucher avec les blondes, c'est sur une juridiction provinciale ou fédérale? Parce que ta blague est pas interprétée de la même façon si c'est Justin Trudeau ou François Legault qui couche avec les blondes. C'est un bon point, c'est un excellent point. Fait que j'y ai pensé, puis ça serait François Legault. Ça serait clairement François Legault. Désolé s'il y a des déçus, mais juste question de logistique. Si t'es pour coucher avec tout le monde, faut que ça roule, faut que ça soit efficace, là. Pas le temps de coucher avec Justin Trudeau qui te parle de ses sentiments pis qui fait semblant de pleurer après l'orgasme. Genre de gars qui veut pas mettre un condom parce que c'est pas assez écolo, mais après ça, il appelle sa bite le pipeline, dude. Je dis pas que François Legault est mieux, mais au moins, lui, il perd pas de temps à essayer de te faire croire qu'il y a des sentiments pour toi, tu sais. François Legault, il t'utilise en disant « Je le sais que t'aimes ça », OK? Après ça, il y a l'arrogance de laisser un chèque de 400 à 600 piastres sur ta table de chevet avant de partir. Je pense que c'est un bon moment maintenant pour remercier encore une fois le Conseil des arts et lettres du Québec de m'avoir sans qui ce spectacle-là aurait jamais existé. Je sais pas s'il serait plus heureux à la maison, mon grand-père non plus. C'est dur à dire. Tu peux jamais savoir si les gens seraient plus heureux dans une situation ou une autre. Moi, je me méfie vraiment des gens qui prétendent avoir le secret du bonheur. Tu sais, les gens qui te donnent des conseils sur le bonheur. Vous voyez c'est qui le Dalai Lama? Le chef spirituel des bouddhistes tibétains. Moi, il y a une période de ma vie où j'allais pas super bien, j'étais super anxieux, j'étais un peu déprimé. Ma mère était inquiète pour moi. Puis elle a pris une décision, elle m'a emmené voir le Dalai Lama au Centre Bell. C'est pas une joke, vous le googlerez, ça fait comme 10 ans, c'était le lendemain un show de Bon Jovi. Okay? Ça vaut la peine, c'est vraiment une expérience. Moi, j'ai vécu une expérience complètement surréaliste d'écouter sa sainteté, le Dalai Lama, qui te parle des secrets du bonheur pendant que tu manges des hot dogs à 14 piastres. Okay? Mais ce qui est fou, c'est que même lui, qui est une sommité, il avait juste des affaires insignifiantes à dire sur le bonheur. Là. Des trucs, l'important, c'est de profiter des petites choses de la vie. J'étais comme, voyons, Chris, t'es supposé être la référence. Imagine avoir payé 55 piastres pour aller voir le Dalai Lama au Centre Bell. Plus facilement 30 piastres pour le T-shirt puis la grosse mère en mousse qui dit « Go Tibet », OK? Puis il y a juste des affaires insignifiantes comme ça à te dire. C'est pas bon ça. Il sait pas c'est quoi. Personne sait vraiment c'est quoi le bonheur. La seule personne que j'écouterais me donner un conseil sur le bonheur, c'est quelqu'un qui fait du pony play.
Vous avez pas l'air sûr. Il y a une personne, OK. Tu veux-tu expliquer c'est quoi ou j'explique à ta place, OK? Ponyplay, c'est des gens qui ont un fétiche sexuel de se déguiser en chevaux, OK? Fait qu'ils ont comme des suits en cuir qui leur donnent l'air d'un cheval, puis des fois, ils font des rencontres à l'extérieur en groupe, ils font comme des compétitions équestres. Genre, ils font du slalom, ils sautent par-dessus des haies, ils traînent quelqu'un dans un chariot en arrière. Vous avez jamais entendu parler de ça? Ça sert à quoi d'avoir Internet, la gang, OK? L'autre fois, moi, j'ai vu une vidéo de Ponyplay parce que nous, on a une curiosité intellectuelle, OK? C'est une vidéo YouTube de Ponyplay, puis les commentaires étaient vraiment hargneux, là. Vous pouvez imaginer, les gens étaient comme « Check la gang de lait, je les haïs tellement, fuck les juifs, la terre est plate, il y a de la 5G dans le vaccin, Internet, tout le monde a déjà vu. » C'est fou, parce que moi, j'étais pas d'accord avec ces commentaires-là. Moi, je regardais les vidéos, puis j'étais comme « Peut-être que je suis en train de manquer quelque chose. Ouais. » Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai eu de l'air aussi libre puis heureux que ces gens-là. C'est vrai. Toi, tu disais que t'es heureux dans ta vie tantôt. C'est quoi? Non! C'est quand la dernière fois que t'as pris le temps de gambader dans un champ, man, pas vrai? C'est vrai. Avec une selle sur le dos puis une érection bien serrée dans ton harnais de queue. Peut-être que c'est ça le vrai bonheur, pour vrai. Parce que clairement, ces gens-là, ils font ça parce que ça les rend heureux. On s'entend, le monde est pas fait pour les gens qui aiment ça se déguiser en chevaux, OK? On se moque de nous dans la vie parce qu'on est roux, OK? Clairement. Mais si ces gens-là s'obstinent à le faire, c'est parce que ça les rend super heureux. Moi, j'espère. Moi, je pense que ça, c'est l'exemple de bonheur que je voudrais atteindre. Moi, je nous souhaite tous ça, en fait. Je nous souhaite tous un jour de trouver notre soude de cheval en cuir. Ça, c'est une phrase que le Dalai Lama a jamais dite. En fait, je pense qu'il s'est jamais prononcé publiquement sur qu'est-ce qu'il pensait du Ponyplay. Malheureusement, la fois où j'étais allé le voir, il prenait pas de questions du public, fait qu'on va jamais savoir qu'est-ce qu'il en pensait. Hey, merci infiniment d'avoir été là. Vous avez été super le fun.